artiste, docteur en arts plastiques, à l'Université d'Aix-Marseille, membre du LESA. Damien Berruti est responsable du Master Art, parcours création numérique. Dans sa recherche-création, il interroge l'image appareillée, l'installation numérique, les imaginaires du corps et de l'espace en art actuel, ainsi que les images et les mondes contemporains au prisme du compositage ou compositing. Voilà. Merci Carole. Merci aussi aux organisateurs pour ce colloque. Je me joins donc aux remerciements pour remercier Anne Favier et Christine Bunier, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est, contrairement à ce que vous pourriez croire, un peu nouveau pour moi. C'est un début de recherche. Et déjà, je peux vous dire aussi que j'ai changé le titre par rapport à ce que j'avais affiché. C'est-à-dire que parler de finir par une notion de conservatisme me gênait beaucoup. Donc j'ai changé le titre pour parler de œuvres nourries de données entre le rêve de variabilité infinie, des fixités et une ouverture paradoxale. Alors, à partir d'une pratique artistique personnelle et d'études de cas du champ de l'art contemporain, je vais réfléchir à certains rapports à l'imaginaire d'œuvres qui se constituent et s'actualisent depuis des bases de données en ligne. Bon, je postule ici que l'imaginaire contemporain est en partie constitué par la circulation des images sur Internet et que de ce fait, ce type d'œuvre a à voir avec notre imaginaire contemporain. Et je vais essayer dans cette communication de préciser quelque peu ce rapport. Bon, on va voir tout d'abord que cette variabilité qui est potentiellement infinie alimente un rêve de branchement direct au réel, sans médiation. Je vais bien sûr mettre cette idée en question et je vais me demander à quoi ces productions permettent d'accéder. Et enfin, je vais m'attarder sur des ouvertures paradoxales qui sont engendrées par la possibilité de fixation subjective. Pour explorer ces différentes questions, je vais m'appuyer sur une création de Reynald Drouin, deux de Nicolas Maigret et une que j'ai réalisée et qui est en cours de production, qui n'est pas encore achevée. Alors, l'œuvre de Reynald Drouin, qui s'intitule Grid Flow, est assez paradigmatique, à mon avis, des œuvres nourries de données. Dans celle-ci, l'artiste propose une organisation en mosaïque mouvante d'images issues de flux RSS qui proviennent d'un ensemble de blogs. Et là, je vais reprendre les mots du collaborateur de l'artiste, qui est Sébastien Courvoisier, pour vous expliquer plus précisément comment elle fonctionne. Et en même temps, je vais essayer d'accéder à l'œuvre en ligne, justement, parce que c'est normalement toujours en mouvement. Alors voilà l'œuvre telle qu'elle se présente en ligne. Je vais la réactualiser. Donc voilà, le dispositif technique pour cette œuvre. Il s'agit d'extraire des images qui sont référencées par les flux RSS d'un ensemble de blogs qui sont sélectionnés par l'artiste et le public afin de les restituer dans leur ordre chronologique sous la forme d'un mur d'images constituant une mosaïque continue et mise à jour en temps réel. Donc là, vous le voyez, ça s'affiche une première fois et ensuite il y a un système de rubans et de colonnes qui défilent et qui poussent les images de la gauche vers la droite. Donc voilà pour le principe de fonctionnement qui est assez évident, je pense. Et maintenant, j'aimerais m'attarder sur ce qu'en dit l'artiste. Donc là, je le cite. Le site donne à voir l'instant présent du net. Il est par essence éphémère par la rapidité d'affichage des images et leur disparition. Une fois vues, elles ont été et disparaissent de la grille et physiquement du serveur. À un autre endroit, il ajoute « Cette œuvre donne à voir un flux, une tranche de temps,
sans début ni fin. Et il affirme: les données accumulées révèlent l'humeur du temps, le Zeitgeist. Les événements marquants de l'actualité viennent s'imposer dans la grille par leur répétition et variation sur l'Internet. Alors, ces quelques remarques de l'artiste et de son collaborateur décrivent une œuvre aux caractéristiques particulières de variabilité. On peut en effet noter l'idée d'un branchement direct, synchronisé, sans médiation, à ce qui se partage sur Internet. Ce branchement direct permettrait, selon l'artiste, une saisie globale, ce qui dit donnant à voir l'instant présent du net, et une mise en visibilité totalement désubjectivée des publications d'images sur les blogs concernés. Par cela, toujours en suivant les propos de l'artiste et de son collaborateur, le public pourrait avoir accès à l'humeur du temps, comme si Gridflow, par cette variabilité particulière, n'était pas une représentation, mais un rapport direct à cette humeur du temps. Moi, je préférerais utiliser le terme « esprit du temps » pour m'approcher de la traduction de Zeitgeist. En tout cas, cette agrégation d'images provenant de divers blogs serait alors un branchement direct sur l'imaginaire de l'époque. Là, je suis l'idée de l'artiste. La caractérisation de cette variabilité comme épousant l'imaginaire contemporain est renforcée si on remarque qu'elle ressemble à ce que produirait un résultat d'exploitation de données massives. Alors pour le dire autrement, avec des mots qu'on entend peut-être plus souvent, elle ressemble à une mise en visibilité d'un data mining. Et je vous fais un rapide rappel de ce que c'est le data mining. Donc le travail avec des données massives, les big data, il s'appuie sur certains éléments. Notamment, on a besoin d'un contenu massif, là c'est les big data, d'une actualisation en temps réel et d'une récolte et d'une exploitation qui est désubjectivée, donc automatisée. Alors, dans cette œuvre, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui font écho à ce type de pratique. Puisque, quand j'avais fait ma dernière consultation, on était vraiment face à une quantité massive d'images, puisqu'il y avait 5768 blogs, 3 112 506 articles et 4 132 583 images qui alimentaient cette page. Donc, on sait aussi que c'est actualisé en continu, on est dans une mise à jour en temps réel, et le choix est désubjectivé puisque ce classement se fait simplement d'une manière temporelle, c'est à la date et l'heure à laquelle ont été postées ces images sur les différents blogs. Alors, cette ressemblance confère à l'œuvre une forme de scientificité. Il éloigne des variations d'une subjectivité pour laisser place à une mise en image considérée objective de fluctuations sur les réseaux. Alors, je vous propose d'appeler ce type de variabilité algorithmique. Alors, ce type de variabilité, qui permet apparemment une relation plus directe à l'esprit de l'époque, s'appuie également sur une idéologie qui fait partie de cette même époque, une idéologie qui a été nommée par Antoinette Rouvroy, l'idéologie technique des big data. Alors, Antoinette Rouvroy, elle en parle dans un certain nombre d'articles, et elle décrit certains éléments, certains présupposés qui constituent cette idéologie. Et là, je vais m'arrêter sur un de ces présupposés et je vais citer ce qu'elle en dit dans un article qui a été mis en ligne en 2016. Alors, le premier présupposé que l'idéologie technique des big data, pardon, je recommence. Le premier présupposé de l'idéologie technique des big data est que la réalité numérique est parfaitement adéquate au monde, qu'elle lui est coextensive, que les données numériques qui en émanent en temps réel collent au monde comme une seconde peau,
mieux ajustée à la spontanéité des événements du monde que n'importe quelle représentation que nous pourrions nous en faire. C'est le présupposé d'une indistinction entre les signaux numériques et le monde dont ils transpirent. Les signaux ou données ne sont plus produits à propos du monde, mais sont le monde. Alors sous cet angle, la variabilité algorithmique de GridFlow ne serait même plus dans une forte accointance avec l'imaginaire contemporain, mais coïnciderait point par point avec le vivant, ici avec la vie de l'imaginaire. Alors, nombre d'œuvres contemporaines utilisant des bases de données se retrouvent teintées de cette impression de similarité totale, que les auteurs le revendiquent ou non. Alors, je vais prendre quelques autres exemples. Alors, forcément, quand on parle d'œuvres qui sont en ligne, ça ne fonctionne pas toujours. Alors, l'autre œuvre dont je voulais vous parler, mais qui là ne fonctionne pas en ligne, est une œuvre de Nicolas Maigret, qui s'intitule The Pirate Cinema et qui a été réalisée en 2013. Et cette œuvre, quand on se connecte sur le site, elle donne à voir, dans une impression de direct, le flux d'un échange pair à pair des 100 films les plus téléchargés sur une plateforme de partage en pair à pair que vous connaissez tous, j'imagine. Et je vous montre quand même une documentation de cette œuvre. Is a monster. Am I? I saw that. You pure to. Donc voilà, je m'arrête là, je pense que vous avez compris le principe et je pense aussi que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on a l'impression de se brancher aussi à ce qui se passe dans une circulation d'images sur Internet. Et vous avez remarqué aussi qu'il y a une sorte de montage, mais c'est un montage qui n'est pas, je dirais, humain, puisque c'est un montage qui est issu du découpage nécessaire des fichiers vidéo pour pouvoir être transmis d'un ordinateur à un autre. Un dernier exemple d'œuvres qui se disent, qui donnent une impression de branchement à l'imaginaire de l'époque, c'est encore une œuvre de Nicolas Maigret, et là qui s'intitule Predictive Artbot. Là c'est la version 4. Et son fonctionnement est assez simple, d'apparence, encore une fois. On voit à gauche l'affichage de titres et d'images de journaux, et à droite, un algorithme qui génère des projets artistiques à partir de mots-clés qui va extraire des titres de ces journaux. Donc je reviendrai plus en détail sur ces œuvres par la suite. Donc je vous montre quelques exemples quand même. Un rituel sur la dimension invisible des big data. Donc là, on est dans le sujet. Extraire la religion, une dimension religieuse de l'obsolescence programmée, etc. Donc voilà, ça génère en continu des projets. Donc je reviens à mon questionnement général et je vais essayer de faire un petit résumé intermédiaire. La variabilité algorithmique donnerait une impression de branchement direct, non médié à l'imaginaire contemporain pour les œuvres qui ont recours à ces données. Et surtout à l'époque de l'idéologie des big data.
Cependant, la variabilité algorithmique ne recouvre pas l'exploitation massive de données, puisque les données utilisées sont quand même moins massives, et il ne semble pas que l'exploitation massive de données ou la variabilité algorithmique coïncident avec un quelconque réel, fût-il imaginaire. Par contre, les variations algorithmiques de ces œuvres pourraient également être perçues comme une représentation et une interrogation des traitements de données. Plus largement, la variabilité algorithmique de ces créations permettrait également de se questionner sur certaines formes de stockage et de circulation des données sur Internet. Cela permettrait d'interroger sous un angle particulier cette grande fabrique actuelle de l'imaginaire qui est Internet. En effet, chacune des productions artistiques présentées ici travaille avec une parcelle différente d'Internet où des données circulent. Donc, The Pirate Cinema désigne la consommation et la diffusion de films qui sont partagés en pair à pair. Gridflow révèle une circulation des images sur divers blogs à un instant donné. Predictive Artbot, version 4, fait état de titres d'actualité dans la presse en ligne. Avant de m'intéresser plus avant à ce que chacune de ces productions permet d'explorer, j'aimerais ajouter Tendre, qui est une création personnelle en cours, et qui est une création artistique qui ne s'appuie pas sur une actualisation en temps réel, mais qui se construit également à partir de bases de données et explore un autre aspect d'Internet, les moteurs de recherche et plus précisément la recherche d'images par le contenu. Alors, je vais vous faire une petite histoire de cette création avant de vous montrer son état actuel, qui n'est pas un état final encore exposable. Donc, le début de cette création est assez trivial. J'ai regardé une série, Homeland, et dans la saison 2, l'épisode 2, on est censé voir une rue de Beyrouth qui s'appelle Hamra. Et étant déjà allé au Liban, je n'ai pas du tout reconnu cette rue. Et j'ai décidé d'essayer d'explorer justement la différence d'une représentation cinématographique avec une image que je pouvais trouver sur Internet en tapant le mot-clé Hamra. Et ça a été mon point de départ. Donc quand on tape Hamra sur Internet avec un moteur de recherche, on tombe sur cette image. J'ai pris le premier résultat. Donc vous voyez la différence entre l'image cinématographique et une image qu'on peut trouver sur Internet. Alors, comment j'ai voulu procéder pour questionner cette distance ? J'ai procédé par recherche d'images par le contenu sur un moteur de recherche par image. Et pour cette image-là, j'ai essayé de l'amener vers une sorte de militarisation. C'est pour ça que j'ai appelé l'œuvre Tendre, donc de tendre cette image. Et pour l'image précédente, l'image tirée de la série, j'ai essayé de l'attendrir, au contraire, pour l'amener vers une rue commerçante. Donc ça a fait un jeu d'association. Je suis arrivé à un résultat qui était plus tendre. Je le réintégrais dans le moteur de recherche pour essayer de trouver un résultat encore plus tendre, etc., jusqu'à ce que les situations s'inversent, que cette rue-là devienne militarisée, et que la rue de la série Homeland devienne une rue commerciale. Alors là, je vous montre le travail en cours, donc, qui est un défilement en bandeau, normalement, qui devrait se lancer. Voilà. Alors, je ne vais pas vous montrer l'ensemble, puisque ça dure 4 minutes. Mais j'aimerais vous montrer quand même quelques associations pour que vous compreniez bien le principe.
Bon, je pense que vous avez compris le principe. Là, je reviens sur le point de départ et le point d'arrivée, puisque là, vous voyez en haut, c'est le point de départ, avec l'image trouvée sur Internet à gauche et l'image filmique à droite. Et en bas, le point d'arrivée, le plus au centre. Donc on voit cet ensemble de voitures avec des hommes en armes dessus. C'est la suite du trouvaille sur Internet. Et à droite, c'est une rue commerçante de New York. Voilà, donc il y a un jeu, une exploration justement de cette distance que j'ai fait en compagnie de moteurs de recherche par image. Donc je pense que vous comprenez bien le lien que je fais avec les autres œuvres dont je viens de vous parler. Donc cette création montre, comme les autres, la production d'une imagerie, mais également l'existence de diverses structures et mises en relation qui permettent de prendre conscience que tout cela est appareillé et pris dans un dispositif où l'humain n'est qu'un des éléments de la fabrique. Plus précisément, les contenus semblent du côté de l'humain quand l'assemblage et la mise en relation peuvent se faire pratiquement sans lui, ou du moins avec très peu d'intervention humaine. Une fois que ça a été programmé, bien sûr. On peut également remarquer que le contenu est potentiellement toujours différent, tandis que l'organisation est peu variable, voire complètement fixe. C'est toujours une grille pour Gridflow, toujours un ruban pour Predictive Artbot ou Tendre, toujours un montage pour Pirate Cinema, etc. Je pense que d'autres exemples confirmeraient cette idée. Et pour le redire simplement, le contenu change, mais la structure reste la même. Par ailleurs, la fixité de ces structures expose un mode d'organisation des données désignant une manière de les penser et de les appréhender. Elle offre alors au public un éventuel contrôle de cet ensemble d'images qui circulent sans cesse. D'ailleurs, sur le site de Pirate Cinema, l'artiste évoque un tableau de contrôle. Comme si le spectateur pouvait, grâce à cette œuvre, surveiller le trafic pair à pair ou bien prendre conscience de cette surveillance toujours possible des échanges. De même, avec Gridflow, le public devient un surveillant amateur ou un sociologue en herbe qui peut étudier avec des outils moins lourds que ceux des sciences humaines et sociales les productions et distributions culturelles de certains de ses contemporains. Inversement, il a affaire à des tableaux d'influence, à ce qui potentiellement touche un public à un certain moment et l'influence également lui-même. En outre, l'ensemble de ces productions permet d'appréhender un mode de pensée et d'organisation asémantique. Pirate Cinema montre le découpage et le remontage arbitraire de films pour pouvoir permettre le transport de leur contenu d'un ordinateur à un autre. Gridflow montre des apparitions chronologiques complètement déhiérarchisées. Tendre montre des associations entre images qui sont apparemment basées sur des relations formelles et des relations de couleurs. Predictive Artbot montre des prélèvements peu signifiants d'articles récents. Ces différentes productions mettent alors à jour une partie de la fabrique de l'imaginaire contemporain qui se fait selon d'autres modes d'organisation que celui habituellement plutôt symbolique des humains. Cette articulation insignifiante se retrouve également dans l'élaboration automatique des projets artistiques que le Predictive Artbot de Nicolas Maigret effectue sans cesse. Plus précisément, cet artiste robot construit des phrases qui sont pour la plupart grammaticalement justes, mais qui ont un sens assez hasardeux. Et ce type de création, à l'apparence assez variée, s'appuie également sur une absence d'ajout de nouveaux éléments. Et l'artiste robot se contente de mettre ensemble différents termes et d'alterner leurs positions. Alors, Predictive Artbot permet aussi de penser à l'élaboration prédictive effectuée et utilisée actuellement dans de nombreux domaines économiques, l'emploi, la voirie, comme le rappelle la commissaire et théoricienne allemande Inke Arns en parlant de cette œuvre sur le site Disnovation. De ce fait, même si ce robot ne reproduit pas vraiment la technique prédictive qui est réellement utilisée dans la finance ou d'autres domaines que je viens d'évoquer,
puisque cette dernière s'appuie encore une fois sur une quantité bien moins massive de données. Elle permet de s'interroger sur la dimension potentiellement répétitive et peu visionnaire de ce type de technique qui se targue pourtant de pouvoir changer le monde. Enfin, la majorité de ces œuvres donne aux humains la possibilité d'intervenir et de fixer certaines choses, ce qui permettrait peut-être paradoxalement une plus grande variabilité. Et là, je reviens sur Gridflow. Avec Gridflow, toute personne le désirant peut proposer son propre blog afin qu'il alimente cette grille et augmente le nombre de flux RSS. Et cette œuvre permet également à tout instant au public de prendre un instantané de l'ensemble d'images qu'il voit. Et là, je vais revenir sur le site pour vous le montrer. Quand vous êtes sur le site de Gridflow et que vous allez en haut, vous pouvez cliquer sur Capture et vous allez saisir la grille dans son état actuel. Et là, l'artiste considère que le public va figer ainsi la mosaïque comme un ensemble, la verrouiller entre deux instants. Moi, je le verrais peut-être un peu différemment. Je pense que cette possibilité, qui pourrait paraître anecdotique, elle permet de réintroduire du sujet dans l'affichage et elle permet paradoxalement une nouvelle forme de variabilité qui serait une fixation subjective. Dans le même ordre d'idées de fixation, Predictive Artbot, alors là c'est une actualisation récente, il propose de tweeter certaines propositions comme on le souhaite, c'est-à-dire il suffit de cliquer ici et on va tweeter en tant que Artbot un projet artistique et il va s'afficher sur le tweet de Predarbot. Et là, encore une fois, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de fixer de manière subjective et peut-être moins prévisible certaines propositions. Et ça permet également d'inverser les places momentanément, puisque le public peut interpréter le rôle d'un algorithme, ou du moins entrer dans une forme de collaboration. La construction de la suite d'images dans Tendre, elle pourrait également s'apparenter à une collaboration avec des algorithmes, puisque, comme je vous l'ai expliqué, je vais soumettre une requête à un moteur de recherche en ligne qui va me donner un résultat. Je vais aller chercher dans ce résultat quelque chose qui va attendrir ou tendre, puis je vais soumettre à nouveau ce résultat au moteur de recherche. Et là, la collaboration est assez forte puisqu'elle va jusque dans l'élaboration de l'objet agrégé. Et par contre, ma participation en tant qu'humain, elle est peut-être un peu moins subjective puisque j'obéis à un protocole. Mais dans tous les cas, elle relève encore une fois d'une fixation puisque je vais fixer, arrêter, faire un choix sur les résultats. Donc je vais conclure. Sans qu'il soit possible d'affirmer de manière tranchée que ces fixations subjectives à travers différents flux, grilles et résultats offrent une plus grande variabilité que le branchement aux données sans intervention humaine, ces quelques formes collaboratives font signe vers une autre appréhension possible des données et de leur circulation. Une appréhension peut-être plus ouverte qui ferait écho à l'idée d'une nouvelle subjectivité composite. Idée qui est développée par Antoinette Rouvroy pour proposer un contre-modèle à l'idéologie technique des big data, et je la cite. Aussi, alors que les big data servent aujourd'hui principalement à optimiser des états de fait, aussi peu soutenables soient-ils, en clôturant le numérique sur lui-même, l'immunisant de tout ce qui, dans le monde, est irréductible au calcul, c'est-à-dire en l'immunisant du monde lui-même, des processus vivants, y compris les processus de subjectivation et d'individuation, il pourrait, si nous le voulions, servir à nous rendre plus sensibles aux singularités,
aux bifurcations possibles, aux perspectives d'altération présentes dans la complexité du monde. Alors seulement les algorithmes changeraient le monde. Il faudrait alors imaginer les modalités d'une prise en compte des nouvelles subjectivités composites, les machines apprenant des humains et les humains apprenant des machines, susceptibles de nous rendre plus inventifs, plus créateurs. Et d'une manière générale, on a vu que ces créations, se nourrissant de bases de données, ne déployaient pas une variabilité là où on aurait pu s'y attendre, et elles permettent plutôt de penser l'idéologie d'un branchement direct à l'imaginaire aux variations infinies, d'opposer la variation des contenus produits aux invariants d'une organisation contemporaine des images, imaginer les préconceptions induites par les organisations contemporaines, relativiser la capacité inventive de processus automatisés et asémantiques, repenser la capacité anticipative de l'exploitation des données. Et enfin, elles permettent de déplacer les rapports entre humains et algorithmes pour peut-être augmenter les variations, fixer de manière subjective un flux, un résultat, une position, prendre la place d'un robot, travailler de concert avec des processus automatisés pour éventuellement se diriger vers une subjectivité composite. Voilà, je vous remercie de votre attention.